Bonsoir à tous. Nous allons aujourd'hui parler de l'histoire de la construction européenne et de son avenir. La construction européenne, c'est le résultat de deux éléments principaux. D'abord, la marche logique de peuples et de populations qui sont similaires, qui habitent un territoire commun, vers l'unification. Depuis maintenant plusieurs siècles, on constate une unification dans des grands ensembles à l'intérieur de l'Europe et qui sont le prélude ensuite à une unification à une plus large échelle de l'Europe entière. Et ça, c'est la conséquence de forces historiques qui se manifestent à l'échelle de l'Europe. Et le deuxième ressort de la construction européenne, c'est plus près de nous et plus directement, la volonté des populations et des dirigeants d'éviter les grands affrontements fratricides qui ont déchiré l'Europe et qui l'ont amené dans une situation catastrophique, notamment après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. La construction européenne, le début de la construction européenne, on peut la dater de l'année 1929. C'est le ministre des Affaires étrangères Briand et le ministre des Affaires étrangères Stresemann, donc un Français et un Allemand, qui en 1929 proposent la création d'une véritable Union européenne, avec pour objectif et pour ambition de faciliter les échanges des personnes, des capitaux, des marchandises à l'intérieur de l'Europe et de permettre aux divergences politiques d'être abordées dans un cadre de consultation européenne. Et l'Union européenne de l'époque qu'ils envisageaient devait être constituée par une sorte de Conseil des ministres, similaire au Conseil des ministres européen actuel, et par une autorité européenne, une institution européenne similaire à la Commission. Et c'est ce projet de Briand et de Stresemann qui va être repris en 1950 par Schuman et Monnet pour d'abord mettre en place l'ACK et ensuite mettre en place les institutions de la communauté européenne avec le traité de Rome en 1957. Et l'idée de cette première étape de la construction européenne, c'est de mettre en place une union des États européens dans laquelle les États européens restent souverains, mais dans laquelle ils délèguent une partie de leur souveraineté pour gérer les problèmes et les questions de leur vie commune, de la vie en commun de tous ces États, c'est-à-dire de la vie européenne. Et ces questions, ça recouvre notamment les échanges économiques, les problèmes d'agriculture, les problèmes industriels, les circulations de personnes et de capitaux, les problèmes d'harmonisation, notamment au plan des échanges, par exemple, universitaires. Donc l'idée de cette première étape de la construction européenne, c'est les États européens restent souverains, mais ils doivent déléguer une partie de leur souveraineté pour permettre de gérer correctement les questions qui concernent leur vie commune, leur vie en commun. Et c'est là que on comprend que quand on met en place une union de ce type, avec des transferts de souveraineté pour gérer la vie commune, ces transferts, eh bien, ils ont tendance à s'amplifier parce que la vie commune, quand vous commencez à l'amplifier, à la faciliter, elle se développe. Donc, par exemple, si vous mettez en place un marché pour les biens et les services,
qui permet donc aux industries européennes de profiter d'un marché plus vaste et d'avoir de meilleurs débouchés, avec une meilleure sécurité pour leurs ventes. Eh bien, si vous voulez que ce marché prenne une dimension complète et soit finalisé, il faut compléter par une monnaie unique. Parce que si vous avez un marché dans lequel vous avez plusieurs monnaies, eh bien, vous pouvez faire des dévaluations et vous pouvez donc mettre des barrières à l'intérieur de ce marché. C'est pour ça que quand vous avez un marché unique, il faut une monnaie unique. Donc, les transferts de souveraineté qui au départ sont relativement limités et permettent de garder la notion d'État-nation souverain à l'intérieur de l'Europe, eh bien, ils conduisent à des transferts de plus en plus importants, des transferts de souveraineté de plus en plus importants, ce qui remet en cause la souveraineté même des États-nations européens, et ce qui pose la question ensuite de savoir si on doit passer à une souveraineté européenne ou si on doit en rester à une souveraineté des États-nations. Et c'est là que se pose le problème politique. Parce que on peut faire une union européenne dans laquelle on ne transfère qu'une partie une partie très limitée de la souveraineté. Mais cette union, ensuite, pour pouvoir survivre, elle doit déboucher sur une unification. Parce que, par exemple, si vous avez une monnaie unique et que vous n'avez pas de gouvernement européen et d'État européen pour transférer les fonds entre les pays débiteurs et les pays créditeurs, notamment, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de pérenniser cette monnaie unique. Donc, vous mettez en cause la vie en commun que vous avez construite. Et donc, c'est là que le problème politique se pose. Est-ce qu'il faut passer à un État européen, fédéral, donc un État européen souverain, qui aura des compétences étendues dans certains domaines et dont la souveraineté viendra compléter, même coiffer la souveraineté des États, des différents États européens, nations à l'intérieur de l'intérieur de l'Europe, qui n'auront plus qu'une souveraineté limitée pour certains domaines, et l'État fédéral européen, qui correspond à un pays européen, lui, aura une souveraineté sur d'autres domaines et sur les domaines les plus importants, notamment la monnaie, donc la défense, la politique étrangère, la grande politique industrielle, la politique énergétique, les grandes politiques de transport et d'infrastructure, la politique de recherche, notamment. Un peu comme aux États-Unis ou en Suisse. Et c'est là que le problème politique se pose, parce que on comprend donc que s'il faut passer d'une union européenne à une unification européenne, dans laquelle chaque pays européen garde ses caractéristiques propres, ses caractéristiques culturelles notamment, mais où vous avez un État fédéral qui est capable de mener des politiques dans les domaines cruciaux, eh bien pour faire ce saut, il faut une plateforme politique, il faut une force politique qui fasse comprendre aux populations qu'en fait, on a un pays européen. Et que ce pays européen, il coiffe les pays, chaque pays européen, chaque petit pays européen qui constitue l'Europe. Et c'est là que la notion de de grandes nations européennes qui coiffent les nations d'Europe est cruciale. Parce qu'on ne peut pas faire un État fédéral européen si on n'a pas derrière un pays et une nation européenne. Vous n'avez pas d'exemple dans l'histoire d'un État qui n'est pas adossé à
une nation. Soit une nation prépondérante, soit une nation unique. Donc, à l'image des Suisses, qui, quand ils ont fait leur unification en 1848, ont bien insisté sur l'existence d'un pays suisse, eh bien, maintenant, pour être en mesure de procéder à l'unification de l'Europe après avoir fait son union, il faut insister sur l'existence d'un pays européen. Et cette unification européenne qui fait suite à l'union de l'Europe, eh bien cette unification européenne, elle doit et elle ne peut être menée à bien que par une force politique à l'échelle de l'Europe, ou au moins à l'échelle des deux pays les plus importants en Europe, la France et l'Allemagne. Parce que une force politique qui est purement française, ou une force politique qui est purement allemande, eh bien, c'est une force politique qui n'est pas européenne. Si vous avez en France une force politique qui est purement auvergnate, elle n'a pas la possibilité de faire valoir ses chances au plan français, au plan des élections pour le pouvoir au sein de l'État français. Donc, pour pouvoir procéder à l'unification de l'Europe, il faut une force politique européenne qui est capable de montrer aux électeurs que la volonté européenne unificatrice est réelle. Une force politique qui est présente en France et qui est présente en Allemagne, elle est capable de proposer la création d'un État franco-allemand. C'est crédible, parce qu'elle peut prendre le pouvoir en France et en Allemagne, et donc elle peut faire un État franco-allemand. Une force politique qui est juste en Allemagne ou juste en France et qui va vous dire « Nous, on vous propose de créer un État franco-allemand », le problème, c'est qu'il faudrait que les autres de l'autre côté de la frontière soient d'accord. Et vous n'avez pas, si vous n'avez pas un mouvement similaire de l'autre côté de la frontière, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut une force à l'échelle de l'Europe. La construction européenne, elle a donc achevé ce qui concerne son union, l'union de l'Europe. L'essentiel des politiques en matière d'union de l'Europe, elles sont là. Il y a la politique agricole commune, la monnaie unique, le marché unique, la politique commerciale à l'échelle de l'Europe faite, qui est une prérogative européenne. Vous avez également la coopération qui fait partie de c'est quelque chose de complémentaire à cette union confédérale, mais c'est pas tout à fait fédéral, c'est simplement une coopération, mais ça vient renforcer. Donc vous avez certaines coopérations industrielles qui ont été mises en place, comme Airbus, comme Ariane, comme dans certains secteurs particuliers, Galileo. Vous avez des programmes en matière d'enseignement, de recherche, mais ces coopérations, elles sont tout de même moins efficaces que ce que vous pouvez faire dans un État fédéral. Il faut bien comprendre que les coopérations, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Si vous avez un État fédéral, vous pouvez mettre en place des agences beaucoup plus puissantes, vous pouvez mettre en place des coopérations beaucoup plus cohérentes et beaucoup plus structurées, comme par exemple peuvent le faire les Américains. Donc c'est quand même mieux d'avoir un État fédéral pour faire des coopérations et pour faire des politiques industrielles intégrées. Donc l'Union de l'Europe, elle a fini ce qu'on pouvait faire à peu près au plan donc, de cette union, de l'Union européenne, et maintenant il faut passer à l'unification européenne, ce qui suppose donc un État fédéral européen. Donc État fédéral, ça veut bien dire que chaque pays européen, chaque nation européenne qui constitue la grande nation européenne va garder
ses caractères propres et ce qu'elle peut faire à son échelle. Donc la police, la justice, l'éducation, l'essentiel des lois, c'est toujours des prérogatives qui vont rester pour l'État français, pour l'État allemand, pour l'État italien. Mais ce que ces États ne peuvent plus faire seuls, en vertu d'une part de l'évolution du monde, des rapports de force et de la taille critique que certaines choses nécessitent, par exemple l'espace, et en vertu de l'interdépendance profonde qui existe entre tous ces pays européens et qui ne leur permet pas de mener des politiques indépendantes les uns vis-à-vis des autres de manière efficace, eh bien, ces politiques-là, elles doivent être conduites par un État fédéral européen, donc qui va être responsable pour la défense, la politique étrangère, les grandes politiques industrielles, la politique énergétique, les grandes politiques de transport et de recherche et d'infrastructure notamment. Et cette unification européenne, il faut donc qu'elle soit conduite par une force politique qui soit présente à l'échelle européenne. Et donc, ça veut dire principalement d'abord à l'échelle franco-allemande. Voilà ce qu'il fallait dire sur l'histoire de la construction européenne et sur son avenir. Un point qu'il faut préciser, le couple franco-allemand dans cette construction européenne, c'est quelque chose de fondamental parce que ce sont les deux pays les plus importants en Europe et donc qui ont été en mesure d'impulser l'Union européenne, parce que quand ils décident quelque chose ensemble, les autres regardent et ils disent « Ah, s'il y a la France et s'il y a l'Allemagne, c'est crédible. » Donc, on peut suivre. Et ça a commencé avec Stresemann et Briand. Ensuite, vous avez eu De Gaulle et Adenauer qui ont bien insisté sur la nécessité de procéder à la réconciliation de la France et de l'Allemagne, que c'était incontournable et qu'il fallait unir l'Europe. Ça, ce sont des termes que vous allez retrouver dans le traité de l'Élysée. Donc, la nécessité pour l'Union de l'Europe d'une réconciliation de la France et de l'Allemagne et de l'Union de l'Europe en tant que telle. Et ensuite, le couple franco-allemand également a progressé avec Giscard et Schmitt et avec Kohl, Mitterrand, etc. Et ça continue. Et c'est normal. Mais maintenant, ce couple franco-allemand, il va évoluer, c'est-à-dire que l'avenir de ce couple franco-allemand, il ne va plus tenir essentiellement dans ce que vont pouvoir faire les dirigeants français et allemands, parce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire en matière d'Union européenne. Maintenant, l'avenir de ce couple franco-allemand, il est constitué par ce que vont pouvoir faire les forces politiques franco-allemandes qui vont être présentes à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Allemagne et qui vont donc être en mesure de proposer la création d'un État franco-allemand fédéral pour commencer, donc d'un début d'unification de l'Europe. C'est ça qui va devenir fondamental puisqu'on est passé maintenant, on va passer de la phase de l'union de l'Europe à la phase de l'unification de l'Europe. Merci de votre attention.